Guylain Hautefeuille, était jeune lieutenant dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, âgé de tout juste 20 ans, il est sorti de l'école de Saint-Cyr, l'équivalent français de l'Académie américaine de West Point. Quelques mois plus tard, au printemps 1940, il était au front face à l'invasion allemande. Un peu moins d'un an avant sa mort en 1993, il a rédigé un compte-rendu de ses expériences de guerre dans le but de donner un témoignage vivant de ce qu'il a vécu. Et c'est donc moi, son petit-fils, qui vais vous lire des extraits de ce témoignage. Entré à l'école le 1er octobre 1938, après les accords de Munich et chez nous en période de mobilisation partielle, je faisais partie d'une promotion de 490 bonshommes, presque tous âgés de 18 à 20 ans. Chiffre qui peut paraître considérable, mais qui, en fait, était faible au regard de l'armée de l'époque. C'était encore le modèle des gros bataillons, hérité de la Première Guerre mondiale, avec une défense du territoire basée sur une ligne continue, le long des frontières de l'Est et du Nord, renforcée à l'Est par la fameuse ligne Maginot, bétonnée et fortement armée. Les forces principales formaient des divisions, peu ou pas motorisées, dont se déplaçant en chemin de fer, puis à pied, avec un barda terrible, des chevaux, des mulets et des uniformes en gros drap. Il y avait bien des chars, d'excellente qualité, mais répartis un peu partout, destinés à soutenir l'infanterie, avec quand même 2 divisions blindées, dont le rôle ne fut qu'épisodique. L'une d'elles était commandée par le déjà connu colonel de Gaulle, qui avait écrit quelques années auparavant 2 bouquins qualifiés d'avant-garde. Tout cela, nous ne le savions pas en entrant à l'école. Tradition casoar et gants blancs, fort bien vue par le public. On sentait venir la guerre et notre entraînement militaire fut poussé en conséquence durant l'hiver 38-39. Juste de quoi faire de nous des jeunes officiers, menant au feu une quarantaine de bonshommes armés de flingots, avec quelques fusils mitrailleurs, et priant le ciel que nos artilleurs avec lesquels, en race campagne, nous n'avions aucun moyen de communication, même téléphonique, ne nous tapent pas dessus. Bref, la guerre est venue. Ayant donc effectué 10 mois d'école, nous avons été rappelés à Cyr le 24 août 1939, nommés sous-lieutenant le 2 septembre, jour officiel de la déclaration de guerre, et aussitôt expédiés dans les centres mobilisateurs. Pour ma part, j'avais obtenu la coloniale, et je me suis retrouvé à Rochefort avec mon sabre et mon sac marin. Nous y avons passé l'hiver à instruire les réservistes selon ce qu'on nous avait appris, le crapahut dans la boue, le tir au fusil et la marche à pied. Cet hiver fut celui que l'on appela ensuite la drôle de guerre, c'est-à-dire que tout le long de la frontière allemande, nous avions établi des tranchées de type 14-18, appuyées sur la ligne Maginot, en face d'un adversaire allemand qui, semble-t-il, en avait fait autant. Escarmouches de part et d'autre, théâtre aux armées, vin chaud du soldat, bref, la belle vie, et bientôt le printemps pour aller leur flanquer une dérouillée. Il semble que la conquête éclair de la Pologne, en septembre 1939, n'ait pas été appréciée à sa juste valeur par les grands états-majors alliés. En mars 1940, j'ai été envoyé au camp de Souges, près de Bordeaux, où l'on formait un régiment de réservistes mixtes sénégalais, le 53e RICMS. Pas compliqué, on débarque les Sénégalais du bateau. Colonne par 3, on en compte 171, et hop, voilà la 6e compagnie, la mienne. Je n'étais pas tout seul, bien sûr. Mon capitaine et les lieutenants étaient des réservistes bordelais, gens charmants, mais qui ne prennent que rarement le service du dimanche. Donc, les jeunes sous-lieutenants occupaient leur dimanche sans même un vélo, mais heureusement avec le cheval du capitaine. Ceci pour explorer les vastes espaces des Landes girondines où, en semaine, nous exercions un peu avec le concours très efficace de nos sous-officiers, essentiellement des gardes mobiles, nos excellents réservistes sénégalais. Et un beau jour, alors que se déroulait la campagne de Norvège dont nous ne savions à peu près rien, nous voilà embarqués dans le train, direction le front. Après 4 jours de voyage, nous avons débarqué à Rougemont dans la Haute-Saône, pas loin de Besançon. Pays de connaissance. Nous y sommes restés 1 mois environ, toujours en manœuvre. L'occasion pour nous de faire connaissance avec le système dit de bivouac, cantonnement chez l'habitant. Dernière manœuvre prévue au Valadon au-dessus de Vuillafan, qui devait se terminer avec les chars le 10 mai 1940.
matin, nous avons été réveillés par des bruits d'avions, suivis d'explosions suspectes. C'étaient les Allemands qui ont fait plus de bruit, les Stuka, que de mal. C'était aussi le début de ce qui fut la bataille de France. Bien sûr, la manœuvre se termina immédiatement. Après quelques jours d'incertitude et aussi d'inquiétude, on sentait bien que cela ne tournait pas rond, de nouveau dans le train. Pour 3 jours, cette fois, le temps d'aller de Besançon à Beauvais. Nous ne savions toujours rien de ce qui se passait, la radio étant sans doute reçue par des civils, du moins ceux qui possédaient un poste, mais certainement pas dans le luxueux train militaire. D'ailleurs, la radio ne disait rien de bien précis. Nous savions maintenant que notre fameuse ligne de tranchée sur la frontière allemande avait été débordée par l'Ouest, les Allemands faisant peu de cas de la neutralité belge et hollandaise. Et surtout, ils employaient leur armée d'une manière tout à fait différente de celle que nous connaissions. C'est ce que j'allais voir rapidement. Car les Allemands, ayant percé notre ligne du côté des Ardennes, avaient foncé tout droit vers la Manche, au-dessus de la Somme, isolant ainsi nos armées du Nord, les mieux équipées, et les Anglais, qui ont pu, non sans grosse casse, échapper en partie par Dunkerque. Pendant ce temps, le général Weygand, nouveau commandant en chef, décidait de colmater la brèche le long de la Somme pour empêcher les Allemands de foncer vers le sud. Notre division, la 5e RICMS, s'enfuit à pied, d'abord aux environs d'Amiens, creuser des tranchées, puis au sud d'Abbeville, occuper un gros village, Erennes, où se croisaient plusieurs routes importantes. Notre bataillon s'y installa le 2 juin 1940, dans les maisons, les caves, les jardins, pour boucher les carrefours. Toute la population avait fui. Et c'est là que ça commença pour de vrai. Le 3 juin, ma compagnie fut chargée de sortir du village pour aller dans la campagne barrer la route à des Allemands qui avaient franchi la Somme un petit peu plus loin. Nous y allâmes donc avec nos fusils, mais les gens d'en face avaient autre chose que des fusils. Ils étaient tous en voiture, avec des chars partout, en fait, une division blindée. Des avions au-dessus, chaque bonhomme sa mitraillette, et en plus, tous en tenue de toile légère, il faisait chaud. Ils nous sont passés dessus presque sans s'arrêter, tandis que nous essayions de nous faire oublier dans les blés déjà hauts. C'était, je l'ai su par la suite en lisant les journaux allemands, un certain général Rommel qui commandait tout ce bazar, car pour nous, c'était un bazar, pas du tout convenable, ni réglementaire. Ils sont donc passés et sont partis ailleurs. Nous avons pu ramasser nos blessés et rentrer dans notre village d'Erennes, qui tenait tout seul. Nous avons retrouvé nos maisons et nos caves en attendant la suite, qui est bientôt venue. Les Allemands ne pouvaient pas laisser ce bouchon derrière eux. Ils y ont mis le paquet. Chars, canons, avions au piquet, ceci pendant 3 jours. Et pour finir à bout portant, au lance-flammes. À la fin, il ne restait plus rien du village et pas beaucoup de soldats debout chez nous. Le soir du 6 juin 1940, avec 2 camarades, nous avons été cueillis par les Allemands dans une cave. Il faisait faim et soif, mais on n'y pense pas beaucoup dans ces cas-là. Nous n'avons été ni injuriés, ni maltraités. Au contraire, mais quand même pas invités à dîner. Emmenés en voiture jusque près d'Abbeville, dans un pré où nous avons retrouvé quelques copains. Après 24 heures de repos dans l'herbe fraîche, nous sommes partis à pied, bien sûr, pour la captivité, sans savoir ni où, ni quand, ni comment. Par Doullens, Arras, Douai, la Belgique, avec un court intervalle motorisé à 20 dans une ambulance du côté d'Anvers, et la Hollande. Et enfin le train qui nous a déposés à l'Oflag XB dans la région de Hanovre. Après une quinzaine de jours de vagabondage dans les conditions de confort évidemment restreintes, avec un moral très médiocre, nous savions par les Allemands que l'armistice était intervenu, ce camp pour officiers représentait un havre réconfortant. Un lit, de la bouffe, de l'hygiène et surtout des copains. Sommairement, 3000 officiers dans des baraques de bois, chambres pour 12 en 3 niveaux, sanitaires, organisation interne satisfaisante, possibilité d'exercice physique. Le tour du camp à pied faisait 2 km. Mais bien sûr barbelé, morne pleine, chaude en été, glaciale en hiver. Bref, bien qu'à partir du mois d'août 1940 nous ayons pu recevoir du courrier et bientôt des colis, ce n'était pas le Pérou. D'où l'idée d'en sortir au plus tôt.
Je n'étais pas le seul à avoir cette idée. Les tentatives furent nombreuses et la plus pittoresque que j'ai connue est celle d'un camarade parti dans le coffre de la voiture d'un général allemand venu nous engueuler après 2 autres départs spectaculaires. Nos gardiens n'étaient pas féroces, des réservistes appliquant strictement leurs consignes, c'est-à-dire nous empêcher de sortir frauduleusement, avec, à la clé, la balle de mitraillette ou, au mieux, les arrêts de rigueur peu confortables. Ayant eu à me présenter à l'infirmerie, face à des médecins français, j'y ai rencontré un camarade dont le cas m'a donné des idées. Asthmatique, déclaré inapte au camp, il était envoyé à l'hôpital, ce qui ouvrait des possibilités nouvelles, mais hypothétiques, de trouver la sortie. Avec l'inconvénient pour un tôlard de quitter la relative sécurité du camp pour l'inconnu. Finalement, j'ai regardé comment se passaient ces crises, et les réactions des médecins, je me suis entraîné à les imiter, et ça a marché. Je me suis donc retrouvé à l'hôpital pour prisonniers de Rothenburg im Hannover, bien logé, 4 par chambre, mieux nourri, nous avons eu un œuf à Pâques, et soigné. Un médecin allemand, un vieux réserviste qui supervisait un Polonais, lequel s'en fichait. Le danger, c'était d'être drogué sans vraiment être malade. Je me suis donc efforcé d'être asthmatique à heure propice, vers 20h30, quand il ne restait plus que le Polonais. D'où la possibilité de passer aux poubelles cachées, voire piqûres. Et ça a duré en gros 5 mois pour réussir. C'est-à-dire qu'un beau matin de juin 1941, avec pas mal d'autres clients de cet hôpital, je suis monté dans un train sanitaire qui, après 2 ou 3 jours de tourisme, Vallée du Rhin, Bavière, puis Alsace, Besançon, Dijon, ceci en couchette, nous a ramenés à Mâcon. Fanfare et steak frites, avec du vin. Puis Roanne, où le nombre de guérisons subites furent surprenant. J'y suis resté 2 jours, le temps de recevoir un modeste viatique et une feuille de route pour Toulon. J'achevais ainsi une première période de ce qui fut la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais en fait connu que 4 jours de bataille, puis une captivité qui nous avait permis de suivre, en spectateur, la conquête de l'Europe par l'Allemagne, la résistance des Anglais chez eux, mais leur reflux en Tripolitaine italienne, la Libye d'aujourd'hui, jusqu'aux portes de l'Égypte, avec les allées et venues qui vont entraîner progressivement l'intervention allemande dans ce secteur et le développement des actions navales et aériennes en Méditerranée. Je rentrais en France à la veille de Barbarossa, l'invasion de la Russie par les Allemands.